Je suis Raphaël Besson et je vais vous présenter le podcast du Lucas, une nouvelle collection de podcasts qui explore les transformations des politiques culturelles dans un contexte transitionnel. Créé par le Lucas, le laboratoire d'usage culture, art, société, ce podcast va s'intéresser à l'art collaboratif, aux droits culturels, aux lieux intermédiaires ou aux pratiques artistiques amateurs et hors les murs. En donnant la parole aux artistes, aux professionnels, aux élus, ou aux habitants qui tentent de réancrer les arts et la culture dans la société, on souhaite contribuer à l'écriture d'un nouveau récit politique culturel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec le podcast du Lucas, on vous emmène non pas en Italie, mais dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors évidemment, tout le monde aura reconnu la musique qu'on est en train d'écouter. C'est une reprise du célèbre chant de révolte italien Bella Ciao. Alors ce chant, il n'est pas totalement éloigné de notre sujet, car il est devenu un hymne à la résistance dans le monde entier. Et cet hymne a été récemment remis au goût du jour avec la série espagnole La Casa de Papel. Et puis cette musique, on ne l'a pas enregistrée n'importe où, mais bien dans les Pyrénées-Atlantiques, à l'école de musique d'Orthez, dans le cadre d'un travail que l'on a conduit avec le Lucas sur le schéma des enseignements artistiques et des pratiques amateurs du département. Ce qui nous a particulièrement intéressé sur ce territoire, c'est la manière dont le département a développé des réflexions et des actions afin d'accompagner la diversité des expressions culturelles. Ce territoire se caractérise par des identités culturelles fortes, avec à l'est du département la culture béarnaise et à l'ouest le Pays basque. Ces territoires ont des histoires, des danses, des musiques et des langues singulières, occitanes et basques, qui méritent d'être davantage entendues et mises en valeur. Alors on va écouter différents protagonistes de la culture dans les Pyrénées-Atlantiques, avec des acteurs qui cherchent à faire vivre la culture basque et béarnaise dans les politiques culturelles du territoire. On va donc entendre Joan Etxebest, le directeur de l'Institut culturel basque, EKE, Alaia Cachno, doctorante CIFRE à l'Institut culturel basque, Insay Irungaray, coordinatrice de la Fédération de danse basque, Daniel Rodriguez, directeur d'une association La Locomotive basée à Bayonne et à Tarnos, et Michel Dufaux, président de l'association Les Chanquères, implantée à Saint-Pé de Léron, dans la partie béarnaise du territoire. Alors à travers ces différentes interventions, on va se rendre compte que les droits culturels, qui reconnaissent la diversité culturelle, qui placent les citoyens au cœur de l'action culturelle, eh bien, s'incarnent sur ce territoire. D'une certaine manière, ils sont vivants, mais sans être nécessairement formalisés en tant que tels. D'ailleurs, certains observateurs considèrent que le Pays basque est un peu un laboratoire bien réel d'expression des droits culturels. Alors on va écouter ces acteurs, et puis pour discuter de ces différentes interventions, on aura le plaisir d'inviter en fin d'émission Madame Claire Delfosse, professeure de géographie à l'Université Lyon 2 et directrice du laboratoire d'études rurales, un laboratoire pluridisciplinaire. Moi, je m'appelle Joan Etxebest, je suis le directeur de l'Institut culturel basque, ICB, EKE, Eskola Kulturela Kundea. L'ICB a été créé en 1990. Donc, c'est une association qui regroupe les associations culturelles du Pays basque, qui travaillent en faveur de la culture basque, de la culture basque plutôt. Actuellement, on a 180 associations qui sont membres de l'Institut. Notre objectif, notre mission, c'est de sauvegarder, de développer et de faire rayonner la culture basque. Avec un nouveau projet qui a été écrit, qui a trois axes. L'un, c'est collecter et rechercher, donc faire du collectage du patrimoine oral, des témoignages de personnes, et ensuite faire de la recherche autour de ces témoignages. Le deuxième axe, c'est mettre en place une stratégie de transmission de la culture basque avec les acteurs de la transmission du territoire. Et le troisième, c'est le travail avec les associations, donc structurer l'écosystème associatif de la culture basque. Voilà. Donc les droits culturels, en fait, c'est une notion assez transversale à nos trois missions.
Dans la première mission, dans le premier axe, on est dans un domaine de recherche. Donc là, on va travailler concrètement à ce que sont les droits culturels sur notre territoire. C'est une notion donc, qui a été créée au niveau international. C'est un droit international. Mais ici, concrètement, nous, on considère qu'on vit ça depuis de longues années maintenant, depuis que sur le territoire, les associations culturelles se sont structurées. Souvent par des militants qui voulaient défendre la langue et la culture. En fait, ils se sont organisés eux-mêmes sans attendre que la culture ou qu'on leur explique comment faire en fait. Et ça s'est construit petit à petit. Les associations ont créé des outils de transmission, des événements pour valoriser leur culture, la culture basque et la langue basque. Et donc c'est quelque chose qui s'est fait de façon empirique et par la société civile en fait. Donc c'est en ça que nous on considère qu'on est dans cette dynamique des droits culturels. Et c'est ça qu'on veut analyser dans notre premier axe, voilà, avec Alaïa Cachono, notre doctorante, travailler sur ça. Et ensuite, nous, on veut mettre cette démarche de droit culturel, cette philosophie un peu de droit culturel, avec cette dimension participative, cette dimension inclusive, on va la mettre dans notre projet. Ça passe par le travail sur la transmission. Donc on va travailler de façon participative avec tous les transmetteurs, donc construire un projet, une stratégie ensemble pour transmettre la culture basque et qui soit en même temps inclusive, avec des populations, pas mal de populations nouvelles sur le territoire du Pays basque qui ne connaissent ni la culture ni la langue. Comment arriver à les inclure en fait dans la culture basque et faire que ce soit la leur, ça c'est la stratégie. Donc là, démarche participative et inclusive. Et ensuite, le travail avec les associations de danse. C'est un travail quand même depuis 2 ans maintenant. On met en place des ateliers, comme Lucas un peu, mais à notre échelle. Et en fait, des espaces de dialogue où chacun propose, alors on les a arbitrairement mis par domaine artistique. Et on leur a dit où est-ce qu'en est le théâtre en langue basque. Et d'après vous, qu'est-ce que vous voudriez faire en fait pour développer le théâtre en langue basque et répondre aux problématiques qui existent. Et du coup, ils nous proposent des projets concrets ou à long terme, et nous, on aide à les structurer en fait avec eux. Voilà. Donc là, on pense qu'on est dans une démarche participative et de respect des droits culturels. Je suis Alaïa Cachono. Je fais une thèse de CIFRE à l'Institut culturel basque depuis maintenant presque 1 an. Et je suis membre du laboratoire le Centre Gorgsimel et l'Institut Ari à Bayonne. Moi, j'ai commencé ma thèse il y a un peu plus d'1 an et la thématique qui est la mienne sont les créations dansées et la question des droits culturels. Et donc, c'est une recherche en progression qui va venir s'alimenter au fur et à mesure de mes rencontres et de mes lectures et de mes échanges. Donc, l'un de mes terrains sont la pratique qu'on appelle les cache-carottes. Donc, en fait, ce sont des tournées carnavalesques qui consiste à aller de maison en maison pour quêter et danser. Donc on va à la rencontre des villageois et certaines maisons s'ouvrent, ça veut dire qu'elles vont recevoir les cache-carottes, donc le cortège des danseurs et des musiciens. Et donc il y aura un temps de festivité échangé avec les habitants de la maison et le groupe de danseurs et de musiciens. Ce qui est intéressant aussi sur le terrain du Pays basque, c'est que beaucoup de personnes le qualifient ou le pensent comme un laboratoire des droits culturels. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette phrase-là, c'est finalement d'observer comment, qu'est-ce qui va faire que pour les gens, le Pays basque peut justement incarner d'une certaine façon les droits culturels. Et donc dans ce territoire où il y a chaque année énormément de nouveaux habitants, comment est-ce qu'on va venir réfléchir à la fois sur la question des droits culturels, à la fois sur la question de l'inclusion, du vivre ensemble
avec les différentes cultures qui vont se retrouver sur ce territoire-là. Donc moi je suis Insei Lungaray et je suis la coordinatrice actuelle de la Fédération de danse basque. Notre fédération est donc une association qui a pour membres tous les groupes de danse des 3 provinces du Pays Basque Nord, c'est-à-dire la Soule, la Basse-Navarre et le Labour. Et donc quasiment dans chaque village ou ville de notre territoire existe un groupe de danse basque qui sont à chaque fois des associations. Et il y a à peu près un peu plus d'une soixantaine de groupes, donc une soixantaine d'adhérents. Et voilà, donc notre danse est une danse populaire, donc une danse de vie, on va dire, ou de vie culturelle, et donc forcément amateur. Donc tous les groupes sont amateurs. Après, il y a maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se font. De plus en plus, on n'est pas beaucoup, mais de gens qui se dédient à ça professionnellement. Mais voilà, c'est une danse vraiment amateur et populaire. Et du coup, chaque asso a quand même sa particularité, son histoire, etc. Mais très souvent, dans les groupes de danse, il y a essentiellement des enfants ou des jeunes danseurs qui ont jusqu'à 30 ans, on va dire. Et donc c'est très vivant, très actuel, et pas dans chaque groupe, mais il y en a beaucoup qui font des créations. Donc c'est vraiment des créations donc, amateurs, encore une fois. Et alors soit créées par eux-mêmes, par les danseurs eux-mêmes. Souvent c'est à partir du collège comme ça qui se motivent à créer des danses. Soit ce sont des adultes, mais des fois aussi c'est les profs qui sont des anciens danseurs qui se motivent à faire des créations avec les enfants aussi. Enfin, bon, voilà. Et en fait, notre particularité, c'est que vraiment, c'est de la transmission et que les enseignants sont souvent des anciens danseurs et que voilà, ça se perpétue comme ça, en fait. On se transmet le flambeau de l'enseignement de notre danse. Et même si, bon, voilà, c'est vrai que ces derniers temps, quand même, c'est de plus en plus dur et que c'est ça qu'il ne faut absolument pas qu'on perde, cette transmission et ce cadre. Du coup, la langue basque, elle prédomine quand même dans notre culture et dans justement la danse basque. Parce que, enfin bon, là actuellement, dans les 3/4 des groupes, la danse se pratique en langue basque et s'enseigne en langue basque. Et nous aussi, ça fait partie de nos statuts de transmettre notre danse via notre langue parce que forcément, la langue fait partie de notre culture autant que la danse. Et forcément, elles sont reliées parce que même dans tous les cas, tous les noms des pas, tous les noms des danses sont en euskara ou en basque, donc forcément, c'est un lien. Et même ça se sent dans la manière dont la danse a été créée, la manière dont notre langue est structurée, il y a plein de choses qui se recoupent et qui se rejoignent, et donc elles sont forcément en lien. Je m'appelle Daniel Rodriguez, je suis directeur de l'association La Locomotive, qui est basée à Bayonne et à Tarnos, donc qui couvre un peu le sud des Landes et le Pays Basque. C'est une asso qui développe les musiques actuelles sur le territoire par plusieurs activités. On a une salle de concert qui s'appelle le Magnéto, donc une petite salle de 200 personnes, salle de musique actuelle. Une école de musique, une rock school en fait, voilà, qui est basée plutôt sur une pédagogie basée sur l'éducation populaire. Des studios de répète, il y a une 50aine de groupes qui viennent répéter, qu'ils soient amateurs ou professionnels ou semi-professionnels. Et on fait aussi de la médiation culturelle. Voilà. Donc voilà notre association. Nous, on est une structure
structure qui, développant du coup la pratique à la musique et la diffusion aussi des musiques, l'idée pour nous, c'est de rendre accessible en fait la musique à toutes et à tous en fait. On est dans un champ de diversité artistique assez large, plutôt dans les musiques actuelles. En fait, on touche pas trop à la musique classique, mais dans des esthétiques musicales très très larges. On est aussi beaucoup à l'écoute en fait de nos publics, notamment de nos élèves à la Rock School, qui eux arrivent en fait devant les profs avec des musiques qu'ils écoutent. L'idée c'est de pouvoir avoir un enseignement un peu au plus près de ces élèves-là, en fait, qu'on puisse être à l'écoute et pas de leur imposer forcément des choses. C'est un peu une sorte d'aller-retour. Il y a aussi une idée finalement d'auto-évaluation, c'est-à-dire que les élèves peuvent aussi, s'ils le souhaitent, un peu évaluer leurs profs. En fait, il y a comme un aller-retour par rapport à l'enseignement qui est donné, et pas juste quelque chose de descendant en fait qui vient du prof à l'élève. On essaie autant qu'on peut le faire d'avoir un aller-retour dans ce sens-là. On est aussi à l'écoute du rythme de l'élève, c'est-à-dire qu'on ne lui impose pas de passer d'un niveau à l'autre, d'une année sur l'autre en fait. On va à son rythme, donc on prend le temps avec lui, et s'il a envie d'évoluer, il évolue. S'il n'a pas envie, qu'il veut rester débutant toute sa vie, il peut le rester. Sur la question des droits culturels, parce que c'est la question qui est un peu posée, nous en fait on le fait en fait assez naturellement, notamment aussi grâce en partie à notre pôle de médiation culturelle en fait. C'est un pôle qui vient en fait avec une personne, Suzanne, chez nous, qui est salariée chez nous, qui est médiatrice culturelle, qui va venir en fait monter des projets artistiques auprès de personnes qui sont un peu exclues en fait de nos histoires, ou qui sont éloignées, on va dire. Donc moi je pense au milieu du handicap, le milieu carcéral, le milieu hospitalier, les personnes âgées. Donc l'idée c'est finalement de rendre accessible la culture de manière globale, mais surtout de les rendre acteurs en fait, et qu'ils puissent soit créer en fait avec des artistes professionnels, faire de la création, ne serait-ce, ou peut-être éventuellement de la représentation, voire ne serait-ce juste rencontrer des artistes, discuter avec eux, quelque chose que peut-être dans leur vie ils n'ont jamais fait. Donc en fait on est pour nous en tout cas, on respecte un droit qui est fondamental et qui est lié d'ailleurs, je dirais, aux droits de l'homme et du citoyen, qui est que tout le monde a le droit à avoir accès à la culture, tout simplement. Mickey Dufaux, d'un petit village donc, dans le Béarn, Saint-Pé-de-l'Hérain, avec une association, Tchankaïres, Tchankaïres de Saint-Pé-de-l'Hérain, donc, qui est née il y a maintenant 70 ans, et qui s'appuyait déjà sur un réseau en tous les cas dans le village, de chanteurs, de musiciens, de théâtre. Le cinéma était projeté également par l'instituteur. Autrement dit, un ancrage sur un petit territoire. Cette école, si on peut dire maintenant école, s'est structurée progressivement jusqu'à engager des musiciens et danseurs professionnels pour nous apprendre, nous former et surtout à les découvrir autour. Donc nous avons créé un festival au Printemps de la Ribera, tout pareil, autour des musiques et danses traditionnelles, mais je crois qu'il faut dire actuelles, musique et danse traditionnelle actuelles. Une école de musique qui est rentrée dans le schéma départemental, où sont appris des instruments dits traditionnels, mais actuels. Et un groupe de scènes amateurs, et surtout une formation très importante autour des écoles. Alors, un ancrage aussi autour de la langue occitane, dans sa version gasconne du Béarn, parce que en fait, cette langue, je pense, en tous les cas,
pour ma génération, structure le corps, structure le fait vibrer d'une certaine façon. En tous les cas, c'est un ressenti quand on écrit, qu'on parle, qu'on danse ou qu'on joue en béarnais, en occitan. Il me semble, mais ça serait pareil dans une autre langue, il me semble que ça fait partie d'un territoire, parce que sur le territoire, en fait, si on creuse un peu ou sans trop creuser, tout transpire, est accroché à cette langue. Tous les noms de lieux sont des noms donc en gascon. On va parler de Campot, de Guillemanou, de la Zarroquette. Je pourrais citer des milliers de noms de ruisseaux, de micro-toponymie qui sont en fait dans nos oreilles et dans notre corps et qui obligatoirement nous portent pour danser, chanter et faire de la musique. Voilà, alors il y a bien sûr par rapport à la langue occitane des atouts et des difficultés. Alors des atouts, c'est que elle est enseignée à l'école. Alors même si ce n'est pas forcément dans une calendrette avec un enseignement immersif, mais en tous les cas sur notre territoire un enseignement renforcé. Voilà, ça c'est la première chose. Là, un atout est celui-ci. La difficulté, c'est que cette langue soit en fait alors comprise. Bon, ça c'est une première chose, mais surtout qu'elle représente pour les nouveaux arrivants quelque chose qui correspond au territoire sur lequel ils arrivent. Alors comment on essaie de travailler autour de ça ? Alors, tout d'abord, bien sûr, notre projet associatif, en particulier porté par nos professeurs, c'est là où on a une chance inouïe, et de travailler en réseau avec tous les acteurs qui le souhaitent, et de créer donc un événement, alors le festival, où là nous avons des bénévoles issus de plusieurs villages autour, qui travaillent à mettre en place, effectivement, à mettre visible cette langue, à la socialiser. Voilà. Ensuite, de mettre en réseau aussi nos professeurs, nous avons une chance inouïe, sont là pour partager avec leurs structures dans lesquelles ils travaillent un gros projet autour de la musique, de la danse et du chant à toute bédaine. À toute bédaine, ce qui veut dire donc à tout voyant, c'est-à-dire que la langue soit aussi avec la musique, la danse et le chant au cœur de ce projet. Voilà, donc c'est quelque chose qui se met en place, qui a bien fonctionné, qui s'élargit, et à ce moment-là qui est sur un territoire très très large, puisqu'il va de Pau à Tarbes, à Mont-de-Marsan. Et donc c'est notre association qui est porteuse de ce projet, et bon, c'est pas sa difficulté bien évidemment, mais ça permet de montrer effectivement et de montrer surtout, de faire découvrir à des musiciens qui jusqu'à présent ne s'étaient pas trop rendus compte, ou des chanteurs ou des danseurs, qu'effectivement, c'est pas anodin, c'est un acte politique qui est porteur de promesses, quoi, de promesses et de bien-être et surtout de développement citoyen. Parce qu'il faut penser avant tout que nous sommes aussi dans cette démarche. Donc on revient en studio, on vient d'avoir toute une série de témoignages d'un certain nombre d'acteurs du département des Pyrénées-Atlantiques sur justement la question des droits culturels, ou en tout cas la manière dont le territoire des Pyrénées-Atlantiques pratique, vit, pense aussi cette question des droits culturels à travers cette culture basque et béarnaise. Alors pour discuter un peu plus peut-être largement de ce qu'on vient d'écouter ensemble, on a le plaisir d'inviter aujourd'hui donc Claire Delphos. Bonjour Claire. Bonjour Raphaël.
Donc vous êtes professeur de géographie rurale à l'université de Lyon 2 et directrice du laboratoire d'études rurales. L'idée avec vous là, c'est peut-être déjà, là vous venez d'écouter l'émission, c'est peut-être d'avoir une réaction à chaud de votre part, je ne sais pas, sur un point spécifique qui aurait pu vous alerter, vous intéresser, vous interroger, enfin voilà. Tout d'abord, j'ai trouvé ces entretiens passionnants, y compris la musique, bien entendu, d'entrée. J'ai trouvé on était sur deux territoires, en tout cas Basque et Béarn, qui avaient des actions culturelles fortes et je dirais de fond et comprenant différents axes. Et le point qui m'a le plus, disons, intéressé, euh, alors côté Pays Basque en particulier, c'est le fait qu'il y ait cette volonté de prendre en compte aussi les dynamiques démographiques du territoire et d'insister sur le fait que cette culture basque, il y a la volonté de la partager aussi avec les nouveaux habitants. Donc, dans une démarche qui n'est pas du tout une démarche de reproduction d'une société locale enfermée sur soi, mais véritablement d'une culture régionale, hein. Je mets avec tous les guillemets qu'il faut, mais en tout cas d'une culture, on va dire aussi locale, qui se partage avec les mouvements de population et qui prend en compte donc cette évolution sociétale. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Et les acteurs l'ont souligné à plusieurs reprises. Et puis, côté béarnais, moi j'ai aimé aussi, là c'est la géographe qui parle, toute l'attention portée au nom de lieu, à la langue, à la spécificité de la langue, mais aussi au nom de lieu. Et je pense, même dans des territoires où il n'y a pas forcément de langues différentes, moi je suis originaire de la grande région parisienne, finalement le nom de lieu dit beaucoup sur les cultures locales, l'ancrage, la mémoire collective. Et y porter intérêt, pour moi, est importante aussi dans ces questions de culture. Ok, merci. Peut-être souvent, enfin, il y a cette idée un peu en filigrane que le Pays Basque serait un peu un laboratoire bien réel d'expression des droits culturels. Alors, on le voit à travers différents témoignages, mais par rapport justement à cette idée que ces territoires seraient un laboratoire d'expression des droits culturels, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une spécificité de ce territoire du Pays Basque notamment, par rapport à d'autres territoires ruraux que vous pouvez aussi observer, arpenter? Est-ce qu'il y a un point spécifique ou finalement cette manière de raconter la diversité culturelle sur les territoires, de placer les citoyens au cœur de l'action culturelle, est-ce que c'est quelque chose que vous observez par ailleurs? On dirait que il y a quand même une spécificité forte. J'ai travaillé il y a plusieurs années, pas mal d'années même, sur nous avions eu un contrat de recherche sur les cultures régionales, mais ça date, hein, on parlait de culture régionale. Et j'avais travaillé sur la Bretagne et j'ai retrouvé vraiment beaucoup de choses de ces actions, de cette vitalité autour des groupes de danse, des groupes de musique, des groupes aussi autour de la broderie, donc une culture qui avait déjà une vision et une dimension très très large. Euh, on va dire, ces associations-là, finalement, maillent très très fortement les territoires et sont aussi des vecteurs ensuite de création. Et ce qui m'avait frappé avec la Bretagne et qu'on voit là aussi, c'est le fait vraiment d'associer pratique amateur avec création artistique, dynamique, même économique, culturelle.
Et peut-être que c'est ça qui fait la spécificité de ce type de territoire basque que j'associe pour ma part à aussi ce qui peut se passer en Bretagne et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ok. Peut-être plus spécifiquement sur les droits culturels en dehors de ce territoire, il y a un peu cette idée aujourd'hui que les droits culturels, bah, finalement, beaucoup de choses ont été dites, écrites, on en parle beaucoup, mais que ça reste finalement assez hors sol, où ça s'incarne en tout cas à travers différentes formes, mais pas suffisamment, et que il y aurait un véritable enjeu à en tout cas faire atterrir ces droits culturels davantage dans les territoires, dans la pratique des politiques culturelles territoriales. Est-ce que vous partagez aujourd'hui cet avis? Et si c'est le cas, bah, finalement, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour à un moment donné faire que cette notion de droit culturel soit davantage appropriée socialement et aussi par les territoires ruraux? Euh, je pense que peut-être, enfin, il me semble que dans des territoires où justement il n'y a pas cette idée d'identité forte et de revendication et d'organisation depuis des décennies, comme on peut le voir quand même dans le Pays Basque, dans le Finistère, il y a malgré tout des acteurs, des actions qui ont été conduites et conduites aussi au long cours. Bon, je ne vais pas revenir aussi sur toute l'histoire par exemple, l'UCPC dans le Poitou. Il y a eu aussi beaucoup dans certains territoires autour des foyers ruraux, des universités rurales qui ont promu aussi ces, euh, la mémoire locale, les savoirs, la culture et une culture y compris sur des savoir-faire artisanaux, etc., sur ce qu'on appelle aujourd'hui aussi le patrimoine culturel immatériel. Mm. Donc, finalement, j'associerais très fortement aussi l'idée de droit culturel à cette démarche aussi de patrimoine culturel immatériel aujourd'hui, qui est peut-être plus pris en compte dans certains territoires que dans d'autres, notamment par le biais des PNR, mais qui sensibilise aussi à toutes ces questions. Et puis, Juste les PNR, quand vous parlez de PNR, vous pouvez nous dire les pardon, PNR? pardon, Ah, c'est non. les, les, euh, les sigles des géographes et des aménageurs, parcs naturels régionaux. Et- ok, merci. Alors, du coup, pourquoi, selon vous, enfin, on voit les PNR avec peut-être une plus grande facilité à travailler sur ces patrimoines culturels immatériels? Alors pourquoi? Parce que eux-mêmes la question qui se pose souvent en milieu rural à propos de la question de la culture, c'est la faiblesse de l'ingénierie culturelle. Mhm. Et que dans des territoires comme les PNR, justement, on a souvent un chargé, dans la plupart des PNR, hein, quasiment tous, on a un chargé de mission patrimoine culture. Et qu'ils ont eu aussi pour mission de faire des inventaires du patrimoine culturel immatériel et dont certains ont aussi fait, je pense, un des parcs des Vosges, toute une réflexion participative enfin une définition participative de ce que pourrait être aussi le patrimoine culturel immatériel du parc. Voilà. Donc ils ont ce type d'action. Je pense aussi sur ces questions de mixité entre la mémoire, la collecte et les droits culturels. On a aussi beaucoup aujourd'hui, il y a des associations, des acteurs comme autour des musiques trad et qui traduisent bien aussi cette ouverture qui me paraît importante aussi entre rural et urbain, où on n'est pas dans une forme de nostalgie, mais on est bien dans une forme d'ouverture, de lien entre territoires, d'échange et entre des pratiques amateurs et de la création culturelle. Dernier point que j'aimerais ajouter, nous avions fait des enquêtes dans le cadre d'une recherche que nous avons effectuée pour la DRAC
Rhône-Alpes, puis Auvergne-Rhône-Alpes sur les contrats territoriaux à l'éducation, aux arts, à la culture. Dans cette région, hein, la DRAC avait enfin, s'était préoccupée des territoires ruraux très tôt, avec toute une volonté de démarche, de réflexion sur organiser à l'échelle d'un territoire et faire parler ensemble les différents partenaires, État, région, département, intercom, pour travailler sur la culture en milieu rural. Et nous avions fait des enquêtes, un petit test comme ça dans différents collèges ruraux. Et on avait demandé aux collégiens quelles étaient leurs pratiques culturelles. Et pas en leur demandant de cocher, vous allez au théâtre, au cinéma ou autre. Et il était très intéressant de voir que, par exemple, certains avaient évoqué le lien au paysage, à l'environnement, d'autres la pratique de la pêche. Voilà. Donc, je voulais dire que aussi la question des droits culturels, on peut la voir aussi de façon très large, en écoutant aussi. C'est aussi des rapports au lieu, des rapports au territoire. Et je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure sur les noms de lieux, sur la façon d'y vivre et de l'appréhender. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Claire Delphos pour ce témoignage sur ce podcast du Lucas, donc consacré à la question des droits culturels dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À Merci à bientôt. vous. Au revoir.